À l'écriture, une fois ma mère incinérée, la tempête assagit et ma vue redevenue normale, je me remis. Bon, ici je dois une précision, j'écris depuis que je sais écrire. Dès que j'ai su former une phrase, le désir et la nécessité me sont venus d'occuper, dans tous les sens du terme, la dite phrase. Puis très vite d'y établir mes quartiers, sans pour autant me sentir l'hôte bienvenu de cette drôle de caserne, et d'y gesticuler à la faveur de la nuit, de décrocher les cadres, dégonder les portes, dévisser les radiateurs, de n'y dormir que d'un œil, en énergumène, bref, de tout mettre en œuvre pour que le bâti de la phrase s'habitue au saccage. Ce labeur de hooligan en pantoufles, néanmoins physique, quasi sauvage, prend entre autres sa source, il me semble, dans les entrailles d'une machine. La machine à écrire que m'avait prêtée mon père avant de la laisser à mon entière disposition, à croire qu'il s'était lassé de ce crustacé, de sa carapace bleu pâle, ses tiges roides, son ruban bicolore, sa manette cantée, ses touches carrées aux bords arrondis et au centre délicatement creusés par quelque magique érosion digitale. J'avais découvert le plaisir de taper, de faire vibrer, résonner la bête métallique, la joie pure du martelage, un plaisir forgeron à n'en pas douter. Écrire n'était finalement qu'une affaire de cogne. Chaque index devenant un point minuscule, s'efforçant de défoncer la fausse gueule d'ange des lettres, la barre d'espacement jouant le rôle de corde de ring et le tintement de retour chariot annonçant un bref répit, même si de ce répit je ne voyais guère l'utilité ni la grâce. Il me fallait tout entier me consacrer à la cognée, devenir à ma façon clandestine, ce qu'on pourrait appeler techniquement parlant une petite frappe. Concentrer tout mon être, qui à 13 ans ne valait pas tripette, dans la pulpe fragile de 2 index se rêvant en foudre. Plus tard, des décennies plus tard, j'écrirai ceci. Lettre à lettre en sourd, macaque arraché, au palais du clavier, ses crocs de fer, démanteler le crâne au capot clair, rachis mécanique extorquant mystère, chorale accordée au fracas des tiges, crisse le cario claque, la manette, la langue et 3 rubans gémissant sous la frappe en 2 temps, 2 couleurs le soir, tous les soirs, et que jamais plus ne cesse. Le rouleau de tournée dedans la tête, le moi rompu cédant à proportion des aveux laminés par l'engrenage, afin que rien ne fige dans le sens. Bon, bien sûr, je me demande si d'emblée je n'avais pas pris la phrase pour une sorte de contenant, susceptible de changer de nature dès lors qu'on y versait un contenu aux propriétés corrosives, afin de ne pas laisser s'avarier toute cette viande de papier. Bonsoir, Claro. Alors, donc, lors de la parution de Substance, vous aviez annoncé qu'il s'agissait donc du premier volet d'un cycle des limbes, dont la maison indigène serait le 2e temps. Votre intention était donc de traiter de manière différente une même obsession des origines. Des millions de ronds dans l'eau vient donc clore ce cycle en conjuguant 2 genres en apparence opposés, la fiction donc et l'autobiographie. Alors, je vous ai lu dire quelque part que ce texte relevait de l'autofiction, mais alors, je n'en suis pas certain. Non,
Je pense plutôt que vous avez voulu inventer alors un double qui soit identique à vous de par ses pensées, ses émotions, ses souvenirs, certains moments de sa vie, mais qui soit aussi apte à s'affranchir des contraintes biographiques afin de laisser l'imaginaire refaçonner la réalité sans pour autant la trahir. Non ? Pas mieux. Bon, hein ? J'ai trouvé... J'aime bien le... Alors... Bien que situé dans un cadre temporel assez précis, fin 99, début 2002, le livre a très vite pris des libertés avec votre chronologie tendue tout entier par une quête évidemment vaine, à savoir découvrir pourquoi vous écrivez depuis toujours. Donc ce n'est pas une quête de vos origines personnelles, non. Non, attendez. C'est plutôt celle de ce... Alors, pardon, c'est plutôt celle de ce que je ne peux qu'appeler votre vocation. Je dirais vocation. Hein ? Oui. Voilà. Alors, une vocation, c'est, n'est-ce pas, quand on se sent appelé. Ça, alors, dans ce cas, on va se pencher un petit peu sur ces voix, qui nous appellent. Alors, suite à la tempête du siècle, en 1999, le narrateur cesse de voir le monde tel qu'il est. Ça commence par sa vision, qui lui permet désormais de voir les choses en transparence. Mais cette transparence infinie, loin de lui rendre visible le monde, le rend vertigineux. Ce bouleversement spatial va s'accompagner d'une perturbation temporelle. Le narrateur, se remémorant alors l'incinération de sa mère, incinération dont on apprendra plus tard qu'elle n'a pas eu lieu à la période dite, car la mère est encore vivante à l'heure de la tempête. Le narrateur, qui est écrivain, découvre alors qu'il n'arrive plus à écrire comme avant. Tout se bouscule dans sa tête. Son enfance, l'endroit où il a grandi, etc. Alors pour restaurer un semblant d'ordre dans son univers, il se dit alors qu'il lui faut remonter aux origines, et plus précisément aux origines de son écriture. En fouillant dans les affaires du père, qui était vaguement poète, et a vécu son adolescence en Algérie française, il découvre une lettre d'un jeune poète hongrois mort à 21 ans. Une lettre écrite à son père, lyrique, folle. Il décide alors d'entrer dans son défunt père, dans l'espoir de remonter le temps et d'assister à la rencontre de ce dernier avec ce fameux poète Georges Alexandre. Hélas, il atterrit dans le père, mais des années après cette rencontre. Et se retrouve coincé dans un bar lors d'une longue séance holographique. Bon, il finit par s'en extraire et sombre dans l'insomnie. Une insomnie qu'il pense être due à la machine à écrire que son père lui a offert quand il était enfant. Un autre incident va l'obliger à retourner sur les traces de Georges Alexandre. Il s'agit de la tentative d'assassinat perpétrée par un néo-nazi contre le président Chirac lors de la seconde réélection. Pour contrer ce pitoyable nazillon et la menace qu'il représente, le narrateur parvient à convoquer la figure rimbaldienne libre et sauvage du poète hongrois. Mais cette confrontation s'achève pour ainsi dire par un match nul et la source de l'écriture reste à trouver. C'est alors que la mère meurt et que dans les chiches affaires qu'elle laisse au fils, ce dernier tombe sur une de ses lectures d'enfance fondatrices, Les Malices de Plic et Ploc, écrite par un dénommé Christophe. Or, il se trouve que c'est là le prénom que le narrateur a abandonné pour ne signer ses livres que de son nom propre, Les Déboires des Gnomes. Plic et Ploc lui révèle alors d'où vient sa vision du monde et la décision d'écrire à contre-réalité. C'est pas mal ? C'est très bien, je vais continuer.
Alors, la tempête, Claro, la tempête, c'est un motif récurrent hein, dans votre œuvre, dans Cosmos. Cosmos commence par une tempête inaugurale, centrale, finale aussi avec le champignon atomique. Mais voilà, la tempête est aussi la forme de l'accident, hein, un accident qui est le motif récurrent du roman, Crash Test, mais aussi dans la littérature mondiale. Alors, la Nuit des Rois de Shakespeare commence par une tempête. Et la tempête hein, commence par une tempête, du coup. Alors, c'est quoi? C'est l'action physique qui prend lieu dans un monde bouleversé, post-apocalyptique. La destruction provoquerait non pas un nouvel ordre, mais peut-être une nouvelle vision personnelle. La tempête, même si c'est vrai que c'est vécu par plein de gens, surtout cette tempête-là comme un drame. Voilà, je vous explique. En fait, j'ai longtemps habité dans un petit village de Haute-Marne. On a une maison avec un toit. Et alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la notion d'affouage. Pas du tout. Alors ça veut dire que chaque habitant a droit à une parcelle dans la forêt, où vers la fin de l'année, octobre-novembre, okay, quand on se les gèle bien, il a le droit d'aller abattre des arbres, les débiter, les ramener pour en faire du bois de chauffe. Okay. Voilà. Et la tempête, pour nous, ça a été une aubaine incroyable. Ah bah oui. C'est-à-dire qu'on est allé dans ce lopin de forêt et les arbres étaient déjà battus. Bon, après, d'accord, il faut les débiter, etc. Mais le plus dur était fait. Et, oui. Et là, du coup, on a ramené une quantité de bois phénoménale. Extraordinaire. Alors, du coup, ça, l'affouage. L'affouage, oui. Et ça tient. Alors, du coup, c'est combien de temps? Moi, je ne suis pas familier des cheminées. Là, je pense qu'on a accumulé du bois. Alors, on n'y allait pas tout le temps, mais bon, l'hiver, c'est vrai qu'il peut faire presque moins 10, donc il fallait chauffer. On le sent en plus. Et là, je pense qu'on en a une fois bien débité, parce qu'on met des petites bûches plutôt de 50, 60, c'est un poêle à bois. Mais pas des trucs. J'avais vu des trucs à granules. C'est pas les granules, ce qu'on appelle aussi des pellettes. C'est vraiment des petites bûches. Une bûche, si c'est bien isolé, vous pouvez vraiment bien chauffer. Donc on en a eu pour 3 ans, trois hivers, on va dire. Ah ouais, super. Vive la tempête. Voilà, c'est un peu ce que je célèbre. Ben oui, vive la tempête. Voilà. Donc vous, le narrateur, vous allez donc partir en quête de votre identité, non pas d'homme, mais d'écrivain. Hein, vous allez tenter de trouver la raison, la cause, l'origine de cette malédiction qui vous a fait vous enchaîner à l'écriture. Alors, un événement traumatique va vous doter d'une sorte de pouvoir de visionnaire extralucide en quelque sorte. Hein, votre mère meurt. Et un peu, alors c'est à la lecture, alors j'ai beaucoup pensé à ça parce que j'étudie beaucoup les chamans de Sibérie notamment, dans le merveilleux livre de Charles Stepanov, l'anthologie, dans les disciples d'Escola, vous connaissez très bien tout ça. Et en fait, c'est souvent dans certains peuples, hein, donc de Sibérie, puis jusqu'au Kamchatka, que les chamans ne sont pas descendants de père en fils, mais ils sont choisis. Et ils sont choisis parfois, et même souvent, chez quelqu'un qui a subi un trauma. Quelqu'un qui est dépressif, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui a eu un accident. Et on imagine assez vite, alors c'est assez beau, que celui qui a souffert trop a peut-être une possibilité de voir un peu plus loin que les autres. Ça me plaît. Bon, ça n'a rien à voir avec votre mère meurt, donc, et un peu comme les grands traumatisés, donc vous allez vous-même vous retrouver capable, en fait, de vision extralucide. Vous voyez donc à travers, enfin le narrateur, pardon, voit à travers les choses. En fait, c'est que, voilà, dans un premier temps, je me suis dit, cette vision qui traverse renvoyait à Rimbaud et à tout ce charlatanisme du poète voyant. Mais je pense qu'il faut chercher un peu ailleurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a deux chercheurs américains, Taylor et Swift, qui se sont penchés sur les manuscrits de la 9e symphonie de Beethoven.
Bon, alors, tout le monde sait que Beethoven était sourd comme un pot sur la fin, et beaucoup de gens font une audition, on va dire, de la 9e symphonie en fonction de cette surdité. Mais ces deux chercheurs, Taylor et Swift, se sont aperçus, ne me demandez pas comment, qu'en fait, le vrai problème de Beethoven sur la fin, c'était qu'il avait un problème de vue très grave. Et qu'en fait, il était quasiment aveugle au moment de composer la 9e symphonie. Ah, oui. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait entendre la 9e symphonie comme une œuvre écrite par un aveugle. Un aveugle ? Et alors, ces deux chercheurs sont allés encore plus loin. Ils se sont aperçus que Homère, le grand poète aveugle, alors oui, c'est ça, avait en fait un problème de surdité énorme sur la fin de sa vie. Et que toutes ces clameurs, le fracas des boucliers, le choc des épées, les cris, les hurlements de l'Iliade, il faut penser que voilà, c'est peut-être écrit par un aveugle, mais ça on n'en sait rien, mais par un sourd, ça c'est sûr. Incroyable. Ah oui, c'est passionnant, c'est incroyable. Hop là. Alors, l'analogie avec les chamans sibériens ne s'arrête pas là hein, dans votre livre, car non seulement vous devenez en quelque sorte visionnaire, mais en plus, vous devenez capable de hanter, comment on dit, posséder, de vous incarner dans d'autres corps que le vôtre, en l'occurrence, celui de votre propre père. Oui, c'est dans le livre. Peut-être. On peut ? On va ? J'étais enfin lui, tout entier, tel un liquide contraint d'occuper servilement le contenant qui l'héberge, à la suite d'un tour de passe-passe dont il aurait été difficile de dire qui en serait, à terme, de lui ou de moi, la victime ou le profiteur, qui s'en sortirait le mieux, une fois la stupéfaction tarie, le miracle épuisé. Mais ne pouvant décemment ignorer ma présence, mon père, Riton pour sa famille, mais Chronos le jeune à mes yeux, me parlait sans desserrer les dents. Entre elles pinçait une gitane à la membrane jaunissante, afin que sa voix, en lui retournée, puisse m'atteindre. Enfin, te voilà, moi. Ici et maintenant, ta petite personne malencontreusement nichée dans ma carcasse, alors profite. Fils phénomène futur, inachevé progéniture, retour des pays chauds, ébauche lente à venir, habite ma chair de vieil océan, disserte à tort et à travers, patauge si tu le peux dans ma substance. Tente mes mains devenues tiennes et touche tout ce qui peut renverser, étreindre, briser. Saisis la rose et tords-lui la tige, fais-lui cracher ses ronsardes. Ah et surtout bois la nuit, bois le jour, bois jusqu'à la lie, bois ce qui s'offre au gosier, au puits sans fond de ton âme. Et souris, du fin sourire du rasoir, mais surtout caresse les formes, afin qu'elles luisent comme des poires de cire folles, des boules de rampe arrachées à d'absurdes escaliers, des crânes blancs truffés de bougies. J'étais terrifié. Allons, mon fils, en lente formation, il faut bien s'emplir de quelque chose, de choses autres. Les regrets ne suffisent pas, c'est du petit lait pour orphelin, ça coule, ça sèche, ça ne nourrit pas. Non, bois du fort, du violent, de l'indicible, à 80 degrés, l'absinthe des dieux déchus, des dieux vicieux. Fais-moi confiance. C'est de l'or qu'il te faut, de l'or à tripes, du lingot pétillant. Regarde autour de toi, vois tous ces morts que la poésie a mis à table et combien ces temps sont déraisonnables. Alors lève ton verre à la santé des massacres à venir, de ce doux massacre qu'est la vie. Ne gâche pas tes heures dans de vaines broderies. Fonds et coule tes peurs avant que ta pensée les froidisse. Tu verras, le métier rentrera en toi comme un coin de bûcheron dans ta jeune fibre.
Ta vie à l'aune de la perdition, tu mesureras au millilitre près, goutte après goutte. La mort t'amadouera, afin que tu ne sois ni surpris ni dépité quand l'heure viendra du grand cul sec du bout de tes babines à mesure que tu iras en âge. Siffle, sans respirer, l'eau Satan, l'eau de vie, de l'au-delà, le revirogant, liqueur des alternels tralala, et surtout enivre-toi d'impatience, d'irréparable, avale la clé de l'inique, sauvage parade, mérite ta place au cœur du festin nu et lis les morts. Lis sur leurs lèvres l'évangile du mensonge. Je m'emplissais de ces paroles jusqu'à la glotte, débordé de moi-même, me noyais dans les ressacs de sa voix. Sache cependant que tes yeux se gorgeront un jour de larmes vertes et grasses comme la sève des euphorbes les plus charnus, que tu te lèveras matin comme si une tornade immobile piétinait dans ta teinte. Sache que le monde alentour se jettera à ta gueule dès que tu rouvriras les yeux, mais qu'importe, tu toucheras de tout ton être, pénétrera le grand, l'unique, l'impérieux mystère des infinis. Quoi, quel mystère ? Voulus-je demander. De quel mystère, papa, parles-tu ? Bafouillai-je en me mordant une langue qui, hélas, était la sienne et n'était plus à une morsure près. Mais mon père, dans lequel je me débattais fort mal, en proie à une maladresse qui semblait le gondoler de l'intérieur, était déjà en train de se lancer dans une nouvelle année. Il avançait dans le temps, à rude foulée, se rapprochant de plus en plus du jour, du soir, l'apéro glissant, cacahuètes et pastis, où il allait pénétrer les puisées matrices de ma mère. Je devais convaincre mon père de fuir au plus vite ce trop connu futur, ce banal etc. qui lui laissait les couilles, le pousser dans la direction opposée, vers ses origines. Ça n'allait pas être facile. Son fatal terreau, il n'allait pas aimer ça. Faire qu'il remonte à son rythme le tronc généalogique jusqu'au plus près de ses feuilles caduques, jusqu'au sommet d'où s'élancer, moi en lui, moi dans ses muscles tendus, détendus, vers le grand et colonial soleil. J'appelais de tous mes voeux les ruelles de la Casbah, la mer en allée, le sable bleu d'Alger, la bien gardée. Rêvais d'éprouver enfin l'excitante piqûre de son môle. Avait hâte qu'on se réfugie, lui et moi, dans la claire villa patriarcale sise en hauteur, au bord des toutes dernières lueurs entre les cèdres de l'Atlas et les frênes en fleurs. Avant de courir, moi et lui, jambes et bras griffés sous les frises et les gaments figés de la grande poste, avant de procéder, ému, à de libertines génuflexions dans le jardin d'Essaï du Hama, sous la jupe des Almés, emporté dans des cavalcades à rompre le souffle sur le boulevard Bru, tentant des sauts de biche au passage des tramways. Puis, plus tard, une fois nos corps éblouis de chaleur, à l'ombre d'un grand mur, près d'une place ceinturée de palmiers, nous n'aurions plus qu'à lancer une grappe d'osselets en l'air, qui jamais ne retomberait, jamais ne retomberait. Alors, si le père indubitablement soûl a fait à son fils l'éloge périlleux des puissances éthyliques, le fait est que c'est moins le narrateur qui semble soûl que le livre lui-même. Un livre ivre. Donc, un peu comme Tous les diamants du ciel était moins un roman sur le LSD qu'un roman ayant pris du LSD. Ou comme Chair électrique était moins un livre sur la chaise électrique qu'un roman électrocuté. L'ivresse est d'ordre dionysiaque, en opposition à la réalité tristement apollinienne. L'ivresse est aussi la condition de la chute. Un autre rond dans l'eau de feu qu'est l'alcool. Alors là, on aborde un sujet un peu délicat et je pense c'est bien de dire les choses telles qu'elles sont. C'est assez mystérieux l'alcool. Je pense que tout le monde, enfin les gens qui boivent un petit peu au moins, ont eu un jour une bouteille de vodka et donc ils mettent
cette vodka dans leur congélo, même si, bon, on sait bien, il faudrait faire comme les Russes et la boire à température. Bref, on met une bouteille de vodka dans le congélo, et quand on veut en boire, eh ben, on constate qu'elle n'est pas gelée. Et non. Et voilà, donc c'est quand même un des grands mystères de l'alcool, il ne gèle pas. Pendant cette grande tempête, où même si on arrivait à se chauffer, il y a des moments où on avait besoin de se chauffer un petit peu plus, j'avais une bouteille de vodka dans mon congélo, et le soir de la grande tempête, je décide de m'enfiler un petit verre, je sors la bouteille, et la vodka était gelée. Donc j'étais un petit peu surpris, surtout que mon fils, qui est ingénieur, qui travaille dans l'eau, m'avait expliqué effectivement que l'alcool, pour des raisons qui m'échappent évidemment, ne peut pas geler même dans un congélo. Et donc je me suis dit, j'assiste peut-être à un miracle ou un mystère, quelque chose de l'ordre de la transsubstantiation. Transsubstantiation, bien sûr. Alors, plusieurs mois, peut-être 2 ans plus tard, quand même, mon fils m'a avoué que de temps en temps, lui ou ses camarades, quand ils étaient dans cette maison, prélevaient un petit peu de cette vodka, et pour pas qu'on s'aperçoive évidemment que le niveau baissait, ils rajoutaient de l'eau. Et au bout d'un moment, ce qui se passe quand le ratio vodka-eau est changé, ça gèle. Ben, voilà. Donc en fait, l'alcool ne gèle pas, d'accord ? Mais l'eau gèle. Donc c'est ça le vrai mystère. L'origine du miracle. L'eau gèle. L'eau gèle. Alors, pour continuer encore un tout petit peu l'analogie avec les chamans, ils ne peuvent commencer leur voyage dans l'invisible qu'après avoir dansé frénétiquement, rapidement, avec le tambour, les chants, et ils chutent brutalement sur le sol, et c'est là qu'ils peuvent entamer leur voyage. Alors certains voilà, on va attendre, voilà, ils sont par terre, et puis quand ils reviennent, ils racontent ce qu'ils ont vu, ou certains le racontent en direct d'ailleurs. Alors moi, j'ai analogie. Vous-même, vous décrivez une scène de chute, même plusieurs dans le roman, quand vous étiez enfant. On sent que le narrateur. Le narrateur, c'est pas vous. Ce n'est pas vous. On sent que la chute est centrale quand même dans le roman. Il s'agit du moment où l'enfant escalade une fenêtre, là, manque tomber dans le jardin en dessous, ou le film Vertigo longuement discuté, quand Scotty James Stewart là, reste suspendu au-dessus du vide au début du film. Il y a aussi bien sûr le suicide de Deleuze, évoqué rapidement, le saut dans le vide du peintre Yves Klein, immortalisé par une de ses photos, le suicide du poète Richard, mais Ed Harris dans le film The Hours. Hours, oui. Hours. C'est pas très très bon en... Je savais pas qu'il fallait... Je savais pas qu'il fallait... C'est passablement humiliant. L'eau gèle. L'eau gèle. L'origine du miracle. Bon, bien sûr, la chute des arbres, la tempête, la chute des buveurs, des enivrés, enfin la chute des tours, celle du World Trade Center, mais comme celle des tours jumelles de Mantes-la-Jolie, où le narrateur, c'est pas vous, croit à tort avoir vécu enfant. Alors à toutes ces chutes s'ajoute même la chute même du livre, qui raconte avec force détail la déchéance des gnomes, plic et ploc, héros malgré eux, donc de la chute. Votre question tombe bien. Moi, j'adore les blagues. Les blagues où il y a une chute. D'accord ? Alors, c'est une chose d'écouter une blague avec une chute et de rire. C'est une chose de raconter une blague avec une chute. Mais inventer une blague avec une chute, pour moi, c'est vraiment du grand art. Et malheureusement, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et donc, je me suis dit, dans ce livre, je vais garder... que des chutes. Que des chutes. D'accord. Oui. Le livre des chutes. La chute. Ah non, c'est pris ça. C'est pas... Les chutes. Ok.
ok. Paf. C'est la chute. Comment ce livre fonctionne par rapport au précédent? Alors, voilà, j'ai fait quand même une trentaine de livres depuis 1986, donc c'est le dernier, techniquement. Ah, après, c'est... Oui, c'est le dernier, parce qu'il y en a d'autres avant. Donc c'est le dernier. Mais du coup, ça fait... C'est fini après. Scoop? Non, c'est le dernier maintenant. Oui, on écrit des livres, et donc le dernier, on dit c'est le dernier. C'est pas vous écrirez plus du tout? Non, c'est le dernier au sens où c'est le dernier. Et ceux d'avant sont avant. Donc en fait, si vous voulez, le dernier, c'est comme le wagon de queue. Mais j'aime pas trop cette idée de wagon de queue parce qu'on a tout de suite l'image d'un compartiment rempli de pénis. Et à la fois, c'est comme un train, hein, vous voyez, c'est comme un train, les livres. Donc on pourrait dire aussi que le dernier, en fait, c'est le premier. C'est comme une locomotive. C'est celui qui entraîne tous les autres. Mais bon, à la fois, on le sait qu'il y a maintenant, enfin, presque tous les trains, je crois, ont une locomotive à l'avant et à l'arrière. Bien sûr. Paf. Ben oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il est autobiographique? C'est une bonne question. Alors, vous connaissez la fameuse phrase de Courteline, « Le moi est haïssable ». Et il y a aussi cette autre phrase de Florence Artaud où elle dit « Toute l'écriture est de la cochonnerie ». Donc, ça veut dire qu'en fait, on pourrait définir l'autobiographie comme un cochon qu'on déteste. Vous voyez? La cochonnerie donne le cochon, haïssable, on déteste. Donc l'autobiographie, ça serait ça, un cochon qu'on déteste. Et vous savez quand même ce qui arrive au cochon? Saucisson? Non. On t'avait dit pas. Boudin? Il va falloir finir. Bon, le livre s'inquiète aussi de politique, hein, comme vos précédents ouvrages. Et il y a trois lignes menaçantes dans le livre. L'accession au pouvoir de Poutine, hein, qui aurait été donc causée, si on suit le délire du narrateur, par le grand-père du narrateur. On y reviendra. Et la tentative d'assassinat de Jacques Chirac, deuxième ligne, hein, par un néo-nazi. Et la tentative d'assassinat de Mussolini par une Anglaise qui finira sa vie, très intéressant, dans un asile psychiatrique aux côtés de la fille de James Joyce. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que j'ai quand même consacré 3-4 pages à ce néo-nazi qui, en 2001, un 14 juillet, a essayé d'abattre notre cher président Chirac. Et voilà, je fais 2-3 pages sur son parcours. Et je me dis, j'ai peut-être été un petit peu dur et j'ai peut-être jugé un peu hâtivement. Alors c'est vrai qu'on a des documents de lui où on le voit qui parade avec des skinheads qui ont des battes de baseball, ils ont des croix gammées, et il fait le salut hitlérien. Et je me suis dit, oui, mais peut-être que j'ai jugé un peu hâtivement. Peut-être qu'il ne fait pas du tout un salut hitlérien et il jetait des cœurs à la France, à Chirac. À Chirac ? Et donc, ça m'a un peu gêné quand même d'avoir été si péremptoire. Et donc, je me dis, j'ai créé un hashtag qui peut nous permettre de nous retrouver. Et c'est hashtag balance ton cœur. Balance ton cœur, voilà. Bien sûr. Le pauvre, quelle injustice. Parlons un peu, si vous voulez bien, de votre écriture elle-même. Elle est sans doute donc le sujet impossible du livre, l'écriture, mais surtout sa source. Pourquoi écrit-on ? Ce désir a-t-il été transmis ?
Et si c'est une vocation, pardon, si c'est une vocation hein, qui appelle du fond des âges. Allez-y, allez-y. Vous vouliez dire autre chose, non? Je peux? Ça va. L'écriture n'est rien d'autre qu'une insomnie d'un genre particulier. Bien sûr, si je dis qu'écrire, c'est résister au sommeil du langage, cela peut prêter à sourire. Pourtant, telle est bien la leçon qu'il me faut retenir de mon expérience. Nous dormons dans le langage, même éveillés, nous sommes son rêve négligent. Le langage nous berce et nous leurre, fait de nous des somnambules qui l'annonnons ou le bégayons, sans même nous rendre compte que nous l'annonnons et le bégayons. Assoupis dans la parole, nous parlons non pas la langue des rêves, mais celle des rêvés. Un sabir de marionnettes, pareil à des ventriloques, prisonniers d'une torpeur tout entière composée de rumeurs diverses, tels des transistors, captant toutes les fréquences à notre disposition. Nous entrouvrons nos lèvres et laissons en sortir des bribes convenues, des légendes composées par d'anonymes entités. L'écriture qui vous fait devenir écrivain, par la vertu de sa puissance insomniaque, cherche à secouer le dormeur qui titube en nous et l'incite à ne pas demeurer complice de cet assoupissement dans le verbe. Merci. Alors ça, c'est magnifique. Parlons un peu de la distorsion temporelle. Ça, c'est, si vous voulez bien, il y a le souvenir anticipé de la mort de la mère. Alors, le premier récit de la visite de la mère est en fait un extrait d'un livre déjà publié par le narrateur. Ça, c'est intitulé dans Chair électrique, donc. Et les délires du père sur Vertigo qui sont tirés d'un autre livre écrit par le narrateur, intitulé L'échec. Et surtout l'hypothèse selon laquelle votre grand-père, enfin, le grand-père du narrateur, en sauvant un soldat américain pendant la guerre, Hewlett Packard, hein? Hewlett. Packard, c'est l'autre. Packard, c'est l'autre. Où je suis. Voilà, a rendu possible. Donc voilà, en sauvant ce soldat, donc Hewlett pendant la guerre, a rendu possible via la création donc de Hewlett Packard par le fils du soldat en question, la prise du pouvoir par Vladimir Poutine avec Hewlett Packard et tout ça. Ok. Dites-moi, bon, c'est quoi la bonne question à vous poser, Claro? Je suis un peu embêté avec les questions parce que j'ai l'impression qu'il y a trois sortes de questions. La question la plus courante, enfin je parle des questions qu'on pose aux écrivains. La première question, souvent la réponse est dedans, donc ça arrange tout le monde, c'est pratique, c'est facile. Il y a une deuxième genre de questions, c'est les questions stupides, qui n'ont aucune pertinence. On va vous demander est-ce que vous écrivez plutôt le matin, le soir, la nuit, à 4h, à 5h, à 6h, 7h. Et il y a une troisième forme de question, moi qui m'intéresse beaucoup plus, c'est la question qui est un peu comme une énigme. La plus puissante étant à partir de combien de pierres on peut parler d'un tas de pierres. Est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 3, etc. C'est l'air d'une question un peu stupide, mais je pense qu'elle est absolument fondamentale. C'est la même question pour l'œuvre. À partir de combien de livres on peut dire qu'il y a une œuvre? Est-ce qu'en dessous d'un certain nombre de livres, on peut dire qu'il n'y a pas d'œuvre? Et peut-être à partir d'un certain nombre de livres, un peu peut-être au-delà de 30, c'est plus une œuvre. Ah. Et du coup? Alors on ne dit pas du coup. Pardon. On peut dire du coup. Ah. Moi, je me disais, bon, il y a quand même, ça me chagrine, il faut que je vous le dise, parce que cette scène de l'incinération où vous ne montrez aucune émotion, ça m'a... Je ne sais pas si c'est bien s'éloigner comme ça de l'émotionnel en face de la mort de sa propre mère, quand même. Je sais pas,
Est-ce qu'on brise pas un énorme tabou, là ne rien ressentir, au moins dans une forme au moins un peu socialement acceptée, c'est quand même, je sais pas, je trouve ça un peu odieux. Moi, j'ai vraiment aucun problème avec ça. Le passage s'est écrit comme ça. Mais à vous entendre, moi, je me dis qu'en fait, le problème vient peut-être de vous. Et je me dis, voilà, moi, bon, j'écris ça, c'est ma mère, après tout, j'écris ce que je veux, mais vous, je sens bien que ça doit renvoyer, je sais pas, mais peut-être à quelque chose de profond, et que cette histoire d'insensibilité face au décès d'une mère, c'est quelque chose qui peut-être vous chagrine, ou vous déstabilise, ou peut-être vous ronge de l'intérieur, ou vous détruit, mais tous les jours un peu plus, et vous y pensez, et quand vous tombez sur ces passages d'insensibilité, ça vous renvoie à quelque chose d'absolument horrible, et vous vous en voulez, c'est une hypothèse. On entend alors une chanson dont j'ai proposé, ou plutôt imposé la diffusion, puisqu'il est reconnu d'utilité morbide, d'accompagner le départ du défunt par de vagues flonflons. Mais les paroles de la chanson semblent elles aussi se décomposer, à mesure que la voix s'en défait. Une voix sans âge, acrimonieuse, celle du chanteur Arnaud, à l'aise, dans le cendrier de sa bouche, quelque chose dangereuse. Une voix en guerre contre le souffle, quelque chose d'une allumeuse. Et l'ironie du mot allumeuse, à l'heure de cette crémation, nous parvient évidemment. Déjà, nous sentons la lumière décliner, tarir, quelque chose d'une emmerdeuse. Instruments noyés dans le Styx, accords qui ne reviendront plus. Je serais bien en peine de qualifier l'instant, car la chanson d'Arnaud devient progressivement autre chose qu'une chanson. On dirait qu'elle se change en air. Pas un air au sens musical, mais un air respirable, paroles et musique soudain semblables à ces molécules d'oxygène et de diazote dont ma génitrice ne peut plus se repaître. Un air dans lequel nous pourrions presque nager. Et avons-nous assez aimé ses mains sur notre corps? Avons-nous assez aimé l'odeur au-dessous de ses bras? Goutte à goutte, le morceau s'achève. Note à note, il s'éteint dans un buis blanc, oui, un grésillement, puis une chaise grince. Deux doigts pincés font claquer le fermoir chromé d'un sac à main. L'inévitable tout sautement anonyme a lieu, les regards cherchent la porte, les plis des vêtements sont lissés, nos poumons exigent un parfum différent, celui de l'automne, dont nous implorons la clémence. Ne reste plus qu'à attendre l'apparition lente et compassée de l'employé censé nous remettre l'urne. Les yeux de ma mère. Mais où avais-je la tête quand la veille, sur mon balcon, j'avais songé à cette chanson, me l'étais passée en boucle,
souhaitant qu'elle habille l'heure nue de la crémation. Ah, j'ai une petite anecdote à raconter, c'est que j'avais donc donné le CD à l'employé des pompes funèbres pour qu'il passe la chanson Les yeux de ma mère d'Arnaud, et il s'est trompé. Et il a mis une autre chanson à la place, ce qui était un peu compliqué parce que c'est pas qu'on n'est pas au cinéma avec une prise et on va dire stop, on la refait. Donc on se regardait avec mes sœurs, on savait pas qu'est-ce qu'on fait, on l'écoute. Tant pis, enfin ça gênera pas ma mère. Ou est-ce que je me lève, on était 6 donc ça se voit quand même, et je vais voir le type et je lui dis est-ce que vous pouvez mettre le numéro 5 au numéro 6 sur le... Et bon, on a un peu quand même écouté cette chanson, mais c'était plus délicat parce que c'était Les filles du bord de mer. Je me souviens du bord de mer, avec ses filles au temps si clair. Elle avait l'âme hospitalière, c'était pas fait pour me déplaire. Naïve autant qu'elle était belle, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elle voulait pratiquer le sport pour garder une belle ligne de corps. Et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette, les filles du bord de mer. Chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin. Je vais faire une dernière lecture. C'est mon passage préféré. C'est la toute fin. Il y en avait une qui s'appelait. C'est tellement beau. C'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut. Elle se baignait plus qu'il ne faut. Quelque part dans ma mémoire, un poète se recroqueville sur le rebord d'une fenêtre. Il prononce quelques mots, puis se retourne comme se retournent les vivants à l'heure de ne plus insister dans la vie. Au même moment, un homme malade d'amour se laisse hypnotiser par le tourbillon figé d'une chevelure et laisse le vide aspirer tout ce qu'il restait en lui d'espoir. Un enfant enjambe un parapet afin de connaître enfin le vertige qui fonde l'âge adulte. Un peu partout, des assoiffés racontent des histoires dont ils sont les héros saugrenus, des histoires qui s'achèvent toutes de la même façon, par une chute qui ne fait rire personne. Et dans sa baignoire pleine d'eau millénaire, un jeune homme d'origine hongroise compose dans les confins de sa tête suffoquée ces derniers mots. Ô mes vers omnivores, mes vers sculptés de désastres, quelle étrange vie nous menions dans notre coin, quelle vie indicible à crever un matin. Quelle vie, oui, quelle vie, vouée à n'être que ça, écriture. Alors Claro, pourquoi ce titre? Pourquoi parler me semble ridicule? Pourquoi? Chaque fois que je me retrouve devant, on va dire, une phrase inutile, j'avance, je recule, vous voyez, parce que j'ai peur en fait, j'ai peur de briser l'instant. Et quel instant? L'instant fragile.